Voilà, bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Michael Vermeulen, je me considère comme historien de la bière, parce que je me passionne pour la bière depuis 1988. Donc j'en ai goûté quelques-unes, évidemment. Et j'ai créé il y a quelques années un site qui malheureusement été supprimé par Skynet, j'avais référencé toutes les brasseries de la province de Namur. Avec chaque fois des photos, des verres, des bouteilles, tout ce que j'avais, et chaque fois l'histoire de la brasserie. Et maintenant je donne des cours du soir aussi au CEFOR à Namur de zytologie, donc dégustation de bière. Voilà. C'est ouvert à tout le monde. Donc on m'a demandé de faire une petite exposé sur Félicien Rops et la bière qu'il a bu ou aurait pu boire à son époque. Donc, voilà. Donc à Namur, il y a évidemment, tout le monde connaît la rue des Brasseurs. Donc c'est une des toutes premières rues de la ville de Namur. Mais elle ne s'est pas toujours appelée comme ça. En effet, après l'épidémie de peste de 1349, qui décima évidemment une partie de la population, au XVe siècle, la rue s'appelait en fait rue Envis, qui signifiait petit bourg. Puis elle s'est transformée en rue des Vifs, en référence évidemment aux habitants qui ont survécu à l'épidémie de peste, grâce aux brasseries présentes dans la rue. Et oui. Parce que le virus de la peste se transmettait par l'eau, évidemment, et ceux qui en buvaient contractèrent évidemment la peste, et les habitants de la rue Envis, quant à eux, buvaient de la bière produite par les 18 brasseries présentes dans la rue. Et comme l'eau était chauffée, quand on chauffe de l'eau, ça tue les bactéries, les microbes, donc c'est ainsi qu'ils ont pu survivre. Donc l'eau devenait ainsi potable, et la rue fut donc rebaptisée rue des Vifs. Et dans le monde brassicole, une légende raconte qu'un certain Arnoult, évêque d'Audenarde, aurait trempé sa crosse dans une bassine d'eau contaminée par la peste, et celle-ci se serait transformée en bière. Bien, très pratique. Si tous nos évêques pouvaient faire ça maintenant, hein. Il y aurait plus de gens à la messe. Hein. Et c'est comme ça qu'Arnoult devient Saint-Arnoult, le saint patron des brasseurs. Et la rue des Vifs prit alors, vu le nombre de brasseries présentes, le nom de rue des Brasseurs. Et donc la rue des Brasseurs était une rue parallèle à la Sambre, qui à l'époque fournissait l'eau, n'était pas polluée comme maintenant, donc les brasseurs utilisaient l'eau de la Sambre pour brasser leur bière. Il y avait également à cette époque, sur Plombon-la-Sambre, ce qu'on appelait le Grand Moulin de la Sambre. Donc c'était un moulin hydraulique qui permettait de moudre notamment l'orge pour les brasseries. Et il fut détruit lors d'un incendie le 13 mai 1889. Et sur les bords de Sambre, se trouvait aussi également la Halle aux Grains, pour ceux qui connaissent l'actuel restaurant L'Impasse-Temps. Voilà. On peut encore voir, si on se met sur le côté, sur le pignon, on voit qu'il y a encore par là on montait le grain. Et donc, la Halle aux Grains, ça permettait de stocker l'orge et que les brasseurs allaient acheter là-bas, selon leurs besoins, évidemment. À l'époque de Félicien Rops, les habitants de Namur pouvaient consommer 4 types de bières. Il y avait la Middle, la Tordue, la Houppe et la Viqueute. Eh oui, la Houppe, oui, je vais expliquer. Oui, ils ne savaient pas que ça s'appelait comme ça déjà avant, c'est moi qui leur ai dit. Et je sais qu'il y a une bière qui s'appelait la Houppe, ah bon? Donc la Middle, c'était une petite bière, une bière légère, rafraîchissante, équivalente un peu à nos types de saison, nos pils actuels. Enfin, c'est pas encore la fermentation basse, hein, mais plutôt le type saison. C'est des bières qui étaient souvent brassées l'hiver pour être bues l'été dans les champs, notamment pour les ouvriers agricoles. Donc une bière qui permettait de se rafraîchir. La Tordue, c'était une bière issue du lavage de résidus d'orge. Donc c'est une bière très faible en alcool, vu que l'orge, lors du brassage, l'amidon va se transformer en sucre. Donc plus il y a de sucre, plus la bière sera forte. Et c'est vu que c'est les drèches qu'on lave, donc les résidus de brassage, on a très peu de sucre. Et donc ce sont des bières très légères, un peu comme nos bières de table actuelles. La Houppe, et oui, qui existait déjà à l'époque, comme je dis. Donc c'était une bière très houblonnée, donc qui permettait évidemment de la conserver le plus longtemps, parce que le houblon donne des saveurs à la bière, mais contient des agents antiseptiques et conservateurs. C'est pour ça, je ne sais pas si vous connaissez les bières de type IPA, les bières anglaises IPA. Donc c'est les Indian Pale Ale. Donc c'est les bières qui viennent d'Angleterre, mais qui étaient très houblonnées, et qui permettaient de les conserver pendant 4 mois jusqu'à ce que les bateaux arrivent en Inde. Donc c'est une bière qui a été remise par la brasserie de l'Échasse, puis une brasserie de Namur, qui se trouvait à la Plante, et qui maintenant a déménagé à la Criée de Wépion. Ils ont même racheté 18 cuves de fermentation, donc ils vont... Oui. Mais ils parlent de rapatrier 90%, parce que pour l'instant, les grandes bouteilles sont brassées en Flandre, chez Anders, dans le Limbourg. Et ici, ils vont rapatrier 90% de la production ici à Namur. Voilà. Et il y avait évidemment la Viqueute. Donc c'était une bière dite forte cervoise, un peu aigrelette. Voilà. Donc le mou, donc c'est le liquide sucré qui ressort après le brassage, était mis à bouillir durant 8 heures. Maintenant, des brasseries, c'est 1 heure à 2 heures. Ce
ce qui permettait de concentrer les sucres, évidemment, et d'augmenter donc le taux d'alcool lors de la fermentation. Et c'est une bière qu'on brassait souvent à cette époque-là, vers le mois de mars, et on la laissait vieillir 1 à 2 ans, pardon. Et pour ça, les brasseurs louaient les caves de la cathédrale Saint-Aubin, notamment, car celle-ci était en fraîche, ce qui permettait aussi de conserver la bière. Et alors, les 2 derniers bistrots namurois de l'époque qui servaient encore de la vie que de ce temps-là, c'était le Café de l'Europe, qui était situé sur la Grand Place. Donc la Grand Place, c'est l'actuelle place d'Armes, où il y avait un kiosque à l'époque. Et alors, à la Sonnette, qui se trouvait rue des Brasseurs. Et tout bon namurois allait le dimanche et le lundi après 16h, prendre une pinte de Viqueux qui coûtait à l'époque 10 centimes. Maintenant, c'est combien? 5 € dans les bistrots. Et donc, la Viqueux avait disparu il y a 70 ans, mais fut remise à l'honneur grâce à la confrérie de la Tarte et les chevaliers de la Tarte et de la Pompe de Belgrade, ici présents, en faisant brasser par la brasserie Lefebvre à Quenas d'abord la bière. Et puis, actuellement, c'est toujours Caracol qui la brasse. Donc, la brasserie Caracol à Falmignoul, chez François Tonglet, pour ceux qui connaissent, qui avant se trouvait ici à Baumel. Et donc, il y a une Viqueux de brune et une Viqueux de blonde qui ont été créées en souvenir de celle-ci. Mais évidemment, la recette, c'est plus celle de l'époque. Hein. On la laisse plus cuire 8 heures. Hein. Et donc, c'est ici on voit les premières étiquettes de la bière. Elle a changé maintenant, avec la confrérie dessus. Alors, évidemment, Félicien Rops aimait se rendre notamment en SREM, à l'hôtel Taverne-Restaurant au Repos des Artistes, qui était tenu par un certain Auguste Boussingault, et qui était situé au confluent de la Lesse et de la Meuse. Je ne sais pas où vous voyez. Il y a le petit pont là, qui passe. Le bâtiment, c'est le bâtiment blanc qui est là, sur le coin. Et c'est d'ailleurs Félicien Rops qui, avec l'aide d'autres artistes, a peint la nouvelle enseigne de l'établissement. Alors, Félicien Rops fréquente l'auberge de Boussingault entre 1874 et 1881. Même si les dettes impayées ont quelque peu refroidi la relation de l'artiste avec Adèle, la fille d'Auguste, en 1887. D'ailleurs, il y a une petite histoire qui raconte là. Adèle te les remettra au fur et à mesure de ses besoins. Quand tu la verras dimanche, dis-lui que je t'ai payé parlé de la chose, et surtout, engage-la à ne pas raconter à tout le monde ses affaires. Donc, je ne voulais pas qu'on sache qu'il avait des dettes, apparemment. Et à cesser ses jérémiades. Nous avons fait sa maison, nous lui avons fait des peintures, elle n'a donc pas trop à se plaindre, d'autant plus qu'elle sera payée rapidement jusqu'au dernier solde, naturellement. Vous savez qu'à l'époque, même, on voit pas souvent des impressionnistes qui allaient en Bretagne, notamment à Pont-Aven, et ils payaient leur chambre avec des peintures. Donc les descendants, des soucis. Et donc, au repos des artistes, de probablement être servis et consommés par Félicien Rops les bières de la brasserie Jules Brasseur d'Anserem. Donc cette brasserie était située à l'entrée d'Anserem en venant de Dinan, où se trouvaient les anciens cailles Clibert. Et la partie brasserie a disparu, mais il subsistait la maison du brasseur qui était transformée en taverne-restaurant jusque dans les années 2000, et aujourd'hui elle a été détruite, elle a été rasée. Donc voilà, ici on voit la brasserie qui est ici, et la maison du brasseur qui était devenue donc le restaurant. Et donc, Rops a peut-être aussi dégusté la bière de la brasserie royale de Dréance. Alors, ce n'était pas une brasserie qui brassait, c'était un dépositaire qui achetait des bières dans une brasserie, il mettait lui-même en bouteille avec son étiquette. Donc maintenant, ça se fait beaucoup. On fait soit des bières à façon, des bières étiquettes. Donc une bière d'étiquette, on prend une bière qui existe, on met une étiquette dessus, à son nom. Et une bière à façon, on fait faire un brassin pour soi. Voilà. Je pense que la confrérie a fait ça. Hein. Ce n'est pas une bière étiquette, ce n'est pas une bière qui existe, c'est un brassin spécial. Alors, il devait sûrement aussi y être écoulé les bières de la brasserie Laurent et Stévenard de Dinan. Alors, c'était une des plus imposantes brasseries de la région de Dinan. Elle fut fondée en 1833 par Louis-François Laurent. Et en 1912, il s'associe avec un certain monsieur Stévenard et devient la brasserie Laurent et Stévenard, dite brasserie de la Meuse. Et en 1937, elle change de nom pour devenir brasserie de Dinan. Et elle gardera ce nom jusqu'à sa fermeture en 1975, où elle arrête carrément la production de bière. Et la production de ces bières sera reprise par la brasserie Kruger et Éclos, qui existe toujours, et qui brasse même la Jupiler pour la Flandre. Jamais. Voilà. Donc, c'était repris dans le giron d'Inbev dans les années 90. Et donc, la brasserie de Dinan était située à l'actuel casino de Dinan, si vous voyez. Voilà. Et elle fut démolie fin des années 80. Et seul subsiste la maison du brasseur, qui est devenu un restaurant chez Fiorine, qui au fait était le nom de la femme du brasseur. Et donc là, on voit la brasserie avant, venue à ses débuts. Puis elle a été modernisée, on voit encore brasserie Dinan là-dessus.
Et les brasseries, les objets de la brasserie de Dinan sont très recherchés, si jamais. Donc, vous voyez ici quelques étiquettes de la brasserie. Hein. Mais évidemment, la Copper, parce que Dinan, ce sont les Dinandiers, donc les Copper. Donc, voilà. Mais une marmorite, donc une marmorite, c'est une vitre peintre inversée. Laurent Stévenard, le verre Copper, évidemment, plateau Bayard. Enfin, il y a plein d'objets. Et donc, à Anserem, Philippe Saint-Roch, il trouvait régulièrement ses amis artistes. Théodore Baron, si vous connaissez aussi artiste Namurois. Donc, à la Plante, il y a l'avenue Théodore Baron, il y a même le parc. Maurice Hagemann, Louis Thévenet, Émile Verhaeren, qui est aussi connu, et un certain Baron des Ombiaux, qui est aussi artiste, et bien d'autres. Et donc, Philippe Saint-Roch aimait y festoyer, et Rops organisait notamment des animations nautiques pour ses amis sur l'île de Noyon-Pré, qu'il avait rebaptisée l'île d'amour. Et voilà, donc on voit Philippe Saint-Rops, qui est là. Ça, je me suis habillé comme lui. Avec un canotier, voilà. Et voilà, d'autres artistes accompagnent leurs compagnes, je suppose. Alors, la conservation, effectivement, voilà, on doit mettre des dates sur la bière, pourquoi est-ce qu'on n'en met pas sur le vin? Ah, voilà. Mais effectivement, la bière, au fait, c'est 3 ans, certains brasseurs même mettent 2 ans, ou certains pour les gueuses, comme c'est assis, même 5 ans, voire 30 ans. Et au fait, ce qui va se passer, c'est que la bière, en vieillissant, va un peu changer de goût. Elle ne va pas être mauvaise. Hein. Moi, je bois encore des bières des années 70. J'étais pas né, mais enfin, voilà. Mais la bière, surtout les brunes, vont commencer à se madériser, à avoir un petit côté Porto en vieillissant. Oui. Elles vont être un peu plates, elles vont plus trop pétiller, mais enfin, le goût sera toujours là. Ouais. La couleur aussi. La couleur. Alors, vous savez que les brunes se conservent mieux que les blondes, en général. Mais ce qui est pils blanche ne se conserve pas très bien. En général, les bières filtrées. Les bières artisanales peuvent se conserver un peu plus longtemps. Il y a des bières. Et alors, voilà, les gueuses, comme la Cantillon, tout ça, 40 ans sans problème. La Chimay bleue, on peut la garder une 20aine d'années en bouteille bouchonnée. Ouais. Mais alors, toujours à l'abri de la lumière, parce que le houblon contenu dans la bière est sensible à la lumière. Donc, si on laisse une bouteille de bière au soleil ou au chaud, ben, la bière va avoir une petite odeur, un petit goût de pipi de chat, qu'on dit. Ça, c'est l'oxydation du houblon. Ouais. Oui, voilà, ben, certaines brasseries, dans les brasseries anciennes, ben, les recettes sont écrites dans un livre, souvent qui est gardé secret, ou soit, malheureusement, certaines ont été détruites à la guerre, quand les brasseries ont été incendiées, pillées, tout ça. Mais il y a des familles qui ont encore des recettes de bière. Maintenant, les ingrédients de l'époque, l'orge de l'époque n'est plus celui de maintenant, le houblon n'est plus celui de maintenant non plus, donc si on la refait, le goût va changer, et même l'eau. Parce que l'eau joue beaucoup, il y a 96% d'eau dans la bière. Donc un buveur de bière, c'est un buveur d'eau qui s'ignore, comme je dis toujours. Alors la Faro, c'est une, comme disait Charles Baudelaire, c'est une bière 2 fois bue tirée des grandes latrines de la Seine. Ça veut dire que c'était pas terrible. En fait, le Faro, c'est simplement du lambic, donc lambic qui sert de base à créer les gueuses, qui est additionné de sucre candibrun. Et d'ailleurs, à l'époque, on servait ça dans les bistrots, on servait la gueuse, on avait un petit pot avec le sucre candibrun, et on avait un stumper pour écraser. Un petit pilon pour écraser le sucre dans la gueuse, pour donner le goût sucré. Maintenant, voilà, le Faro existe en bouteille. Lindemann s'en fabrique, Brasserie Beaune aussi, mais il est déjà sucré à la base, donc on ne doit plus. Donc le stumper a disparu de nos bistrots, malheureusement. En fait, la première chose, c'est que l'orge est récolté par les fermiers, il est envoyé dans les malteries. Et le but de la malterie, au fait, c'est de faire germer le grain d'orge, et en germant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire de l'amidon, qui est sa nourriture. Et c'est ça qui intéresse le brasseur. Et donc, dans la malterie, on va stopper cette germination, une fois que le grain aura son amidon, et on va ensuite le faire sécher et le stocker. Alors, soit on le sèche directement comme ça, ou soit on le touraille, un peu comme pour le café. Donc, il lui fait subir différentes températures de chaleur, et plus ça va être haut en température, plus le grain va devenir brun. C'est comme ça qu'on a les bières brunes. C'est un mélange de malt blond et brun. Alors, il y a évidemment ensuite le concassage. Le malt va être concassé, mais pas en farine comme pour le pain. Ça va être des gros morceaux, que ça servira pour après. Ensuite, le brasseur va mélanger ce grain d'orge, qu'on appelle le malt, avec de l'eau chaude, d'abord à 45-50 degrés. Ça va produire des enzymes qui vont commencer à transformer l'amidon en sucre. Puis on va monter à 70 degrés. Là, il y a d'autres enzymes, les alpha-amylases, bêta-amylases, qui vont commencer à dégrader plus l'amidon et le transformer en sucre. Et on va monter à 80 degrés pour stopper l'action des enzymes. Donc ça, c'est le brasseur qui va goûter ou faire des tests de Lugol. Donc il prend un petit peu de liquide sucré, qui est résultat du brassage, et il va mettre un peu de teinture d'iode. Et suivant la couleur, il va dire « Ah, c'est bon, hop, on monte à 80 degrés, on arrête ». Ça va être ensuite filtré dans une sorte de grande passoire qu'on appelle un cuve filtre. Et c'est ça l'intérêt des grains concassés et pas en farine, parce que si c'est en farine, ça va colmater les trous. Que c'est des gros morceaux, ben ça va passer à travers, un peu comme des gros galets. Donc le jus qu'on obtient, c'est le mou. Le brasseur va le refaire passer une deuxième fois dans la cuve de filtration, parce que les drèches
les résidus d'orge vont servir de filtre naturel, c'est ce qu'on appelle le gâteau. Et le brasseur va relaver avec de l'eau chaude pour bien retirer tous les sucres. Et ce sera ensuite envoyé en cuve d'ébullition, où là, pendant 1h30, 2 heures, le mou va bouillir pour, enlever l'excédent d'eau, parce que comme ça, les drèches ont été relavées, le sucre s'est un peu dilué, donc on va reconcentrer les sucres, aseptiser le mou, et c'est là que le brasseur va aussi ajouter les houblons, qui vont donner l'amertume ou des arômes spéciaux à la bière, parce que maintenant il y a plein de houblons différents. Ce sera ensuite à nouveau filtré, puis envoyé en cuve de fermentation pendant 2 semaines. Donc là, le brasseur va ajouter des levures, qui vont manger le sucre, c'est ce qu'on appelle les Saccharomyces, et transformer donc ce sucre en alcool. Après ces 2 semaines, la bière, parce que maintenant on parle de bière, va être envoyée en cuve de garde pendant 2 semaines. Elle va se reposer. Les levures, avec l'action du froid, vont se déposer au fond de la cuve et vont s'endormir, on va dire. Et le brasseur va soutirer cette partie claire qu'il va envoyer en canetterie. Donc la canetterie, c'est pour mettre en bouteille, en canette ou en fût. Et puis après, quand c'est en fût, ça va y rajouter du CO2, mais en bouteille, il rajoute un peu de levure fraîche et du sucre pour refermenter en bouteille, pour donner le pétillant et la mousse. Et ça, il va le garder pendant 2 à 3 semaines dans une chambre chaude à entre 25 et 30 degrés. Et puis après, hop, dans notre frigo. Et voilà. Alors, une des plus anciennes recettes, entre parenthèses, de bière daterait de moins 8000 avant Jésus-Christ. Ce seraient des résidus de céréales qui devaient sûrement servir à faire du pain, qui seraient restés dans un bol à l'air libre. Il a plu. Qu'est-ce qui s'est passé? L'amidon a commencé, les grains ont commencé à germer, à se transformer en amidon. Et puis il y a eu des bactéries sauvages, comme on utilise pour les levures, des Brettanomyces, qui sont venus ensemencer ce liquide, ça aurait fermenté, plutôt que de le jeter, ils l'ont goûté, c'était bon. Voilà. Ça devait être très léger à l'époque, 0,5 degrés encore. Mais on a retrouvé en 2019, en Égypte, une des plus grandes brasseries égyptiennes qui daterait de moins 14 000 avant Jésus-Christ. Donc pour l'instant, c'est moins 14 000. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu ça au cours d'histoire, à l'école, on vous a parlé des tablettes cunéiformes. Oui. Et bien, au fait, il y en a une, c'est une recette de bière. Voilà. Je vais vous rappeler brièvement la naissance de la confrérie. C'est l'émanation du comité d'animation culturelle de Belgrade. Donc, c'est-à-dire que c'était un rassemblement de quelques personnes qui se sont mis en association et qui ont fait ce comité. De ça, ça s'est élargi avec une confrérie. Et pourquoi confrérie de la tarte et de la pompe? C'est parce que dans le temps, les Namurois, ils venaient manger la tarte à Belgrade le dimanche. Namur, c'est pour ceux qui le savent, c'était une ville fortifiée, il y avait des portes aux 4 coins de la ville. Et ils venaient manger leur tarte à Belgrade le dimanche et boire un verre de bière, la Viqueux, dans une auberge à Belgrade, d'où le nom qui est resté de cette auberge à Belgrade. Alors, la bière qui était fabriquée ici à Namur, rue des Brasseurs, avait été remise à l'honneur, justement pour avoir un breuvage, disons, plus commercial. Parce qu'au départ, la confrérie, c'était uniquement la tarte et l'eau, puisque c'est la confrérie de la tarte et de la bière, mais c'était l'eau parce que aux 4 coins du village, il y avait des pompes à eau, comme dans le temps, donc il n'y avait pas de distribution, je dis comme maintenant, à tous les robinets du quartier, quoi. Donc il y avait cette confrérie de la tarte et de la pompe, mais commercialement, on vendait la tarte. Il y avait du café, ça c'était bien aussi, mais les gens ils voulaient autre chose que du café avec la tarte. Et c'est comme ça qu'il est venu à l'idée d'un confrère qui avait revu un article dans une revue de Félix Rousseau que la Viqueux qui était faite à la rue des Brasseurs à Namur était une bonne bière. Donc résultat, on avait fait cette bière-là, qui était une bière brune assez forte, mais qui n'a pas plu à tout le monde, il faut le reconnaître. Parce qu'il y a des gens qui trouvaient qu'elle était un peu trop forte et ils voulaient une bière blonde. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une deuxième bière, une blonde maintenant, qui est un peu plus légère, soi-disant, mais qui a bleu et que tout le monde apprécie. Donc c'est pour ça qu'il est venu la confrérie des chevaliers de la tarte et de la pompe. C'est la naissance de la confrérie, quoi. Donc nous avons un chapitre annuel le dimanche le plus près de la Saint-Joseph, qui regroupe les différentes confréries de toute la Belgique, je veux dire. Ouais, ouais. Et même de l'étranger, il y a des Français qui viennent de l'étranger. Oui, donc ici on va descendre en bas dans le jardin, je suppose. Oh, oui, pour faire la dégustation justement des 2 bières par la confrérie. Donc moi je suis professeur d'histologie, donc je goûte des bières. Je goûte pour vous, c'est bien. Les gendarmes aussi me suivent, à la trace. Et donc quand on déguste une bière, on va d'abord observer plusieurs choses. On va observer la couleur de la bière, est-ce qu'elle est blonde, brune, ambrée. On peut regarder sa mousse, la tenue de sa mousse, la couleur de la mousse, si la bière pétille.
On va ensuite sentir la bière, c'est déceler ses senteurs. Est-ce qu'elle sent quelque chose de végétal, est-ce qu'elle sent quelque chose d'animal, est-ce qu'elle sent le malt, il y a un panel d'odeurs. Et même chose pour le goût, on va prendre une gorgée de bière, on va la garder un peu en bouche pour la réchauffer, et on va essayer de sentir ses saveurs. Est-ce qu'elle est amère, est-ce qu'elle est houblonnée, est-ce qu'elle est sucrée, est-ce qu'elle est fruitée, est-ce qu'il y a des arômes particuliers.